Horizon Midi soit avec vous, mesdames, messieurs. Bien le bonjour à toutes et à tous. Merci encore de nous renouveler votre confiance ce vendredi matin. 2 jours d'absence pour des raisons certainement bien connues dans la capitale politique, mesdames, messieurs. Alors que les médecins de l'information qui répondent encore ce matin présents à l'appel du devoir, le devoir d'informer, celui d'éduquer, celui même de sensibiliser, tout en respectant l'éthique et même la déontologie qui encadre le métier du journaliste. Au Cameroun, et à cet effet, l'intrépide, l'indescriptible, l'incommensurable Julio Axel Job, dit-fils, ressortissant de la région du littoral département de la Sanaga-Maritime, précisément Andom, il aura ainsi l'honneur et même le bonheur de commenter, d'analyser l'ensemble des thématiques qui lui seront ainsi déposées sur la table ce matin dans le cadre de la sortie d'Horizon Midi dernière, du genre sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Juste à ses côtés, il est connu pour ses analyses d'un autre genre. Bertrand Bika également qui répond présent à l'appel de son devoir ce matin. Il aura la lourde responsabilité de décrypter l'ensemble des thématiques qui lui seront ainsi et aussi soumis dans le cadre de cette autre livraison de votre programme Horizon Midi. Mesdames, messieurs, vendredi spécial. Face aux médecins de l'information, nous recevons la présidente fondatrice du mouvement patriotique pour l'émergence du Cameroun, l'OMPEC, Daniel Martine Bofolo et Sono sera donc des nôtres dans un court instant seulement. Et avec elle, on parlera justement de l'élection présidentielle qui s'annonce officiellement pour le mois d'octobre 2025. Quels sont les calculs de ce mouvement alors que nous sommes bel et bien plongés dans un contexte où les Camerounais veulent absolument avoir un quotidien plutôt à lui, c'est un quotidien, j'ai failli dire important, un quotidien d'une autre qualité, bien que certains éléments sont dénoncés depuis quelque temps aujourd'hui. La célébration de l'an 40 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, entre cette guerre et même ces grandes batailles visibles dans la région de l'Ouest Cameroun, où ces militaires sympathisants ont discuté une somme de 2000 francs CFA, quelques-uns 500 francs CFA. Comment comprendre une telle polémique dans un contexte aussi sensible comme le nôtre au Cameroun? Mesdames, messieurs, on aura le temps d'épiloguer sur l'ensemble de ces sujets qui meublent l'actualité camerounaise. Pour continuer les échanges, vous le savez, j'ai l'honneur, le bonheur et même le privilège, Romaric Nouafé. Je suis l'unique étoile du drapeau camerounais. Bertrand Bika, bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric Nouafé, bonjour Axel Job, ravi de retrouver ce public charmant qui nous a notamment manqué ces 2 derniers jours. On espère qu'on va finir ensemble cette semaine en beauté, très en beauté, et qu'on va passer ce jour encore 2 heures de plus. Bon, la télévision, on va nous faire. Merci beaucoup Bertrand Bika. La télévision, vous avez coutume de le dire, qui monte et qui monte encore. Julio Axel Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie, bonjour à Bertrand Bika, bonjour à l'ensemble des Camerounais qui nous renouvellent leur confiance ce matin. Je sais qu'on leur manquait. Ils nous ont manqué énormément aussi et donc du coup ravi de les retrouver ce matin. Merci beaucoup Julio Axel Diop. Nous allons prier avec toute la grosse humilité le réalisateur diffuseur de ce matin, Nicolas Abessolo, qui vous donnera certainement l'occasion et même le privilège de poser quelques questions en direct de ce studio à travers le numéro qui va dans un court instant seulement s'afficher au bas de votre petit écran. Mesdames, messieurs, vous aurez ainsi l'occasion de pouvoir discuter avec nous ici en direct, poser pourquoi pas des questions à Madame la Présidente Martine Daniel Bofolo et Sono. Je le disais, elle est la présidente fondatrice du mouvement patriotique pour l'émergence du Cameroun. Et avec elle, on va tout simplement décrypter et même analyser les sujets d'actualité qui font d'ailleurs parler d'eux depuis quelques heures seulement dans la capitale politique et même à travers le Cameroun. Entre la célébration de l'an 40 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on aura également l'occasion de discuter autour du projet de société de cette formation politique, bien légal et reconnu d'ailleurs. On l'a vu aux côtés du Social Democratic Front, sur invitation de Joshua aussi, dans le cadre justement du congrès de cette formation politique. Mesdames, messieurs, ce sera du lourd pendant 1h52, mais en attendant, Julio Axel Diop, on a vécu, je le disais, dans la ville de Bafoussam, lors de la célébration de l'an 40 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des disputes entre les militants d'un même bord et même d'une même chapelle politique, discuter la modique somme de 2000 francs CFA, 500 francs CFA d'aucun,
d'autres également qui discutaient entre pain chargé, sardines et bien d'autres choses. Est-ce que finalement ce n'est pas ce qui a toujours abouti les populations camerounaises depuis la nuit des temps, venues assister à ces affaires de célébration de l'an 40, à prendre part à quelques festivités organisées par cette formation politique et à la suite s'attendre à des insultes, parce qu'on peut appeler ça insulte. Mais Romaric, cette image qui nous a été donnée de voir est la manifestation de la vérité au Cameroun, l'état actuel de notre pays, dans sa profondeur. Ces images nous renseignent à suffire sur la première chose, l'absence totale de conviction au sein de la formation qui est au pouvoir depuis 43 ans. Sur la deuxième, c'est-à-dire la deuxième information que nous donne cette image, c'est l'état d'abrutissement dans lequel se trouvent les populations aujourd'hui. Et le troisième, c'est la traduction de l'extrême pauvreté des Camerounais. C'est ça, à mon sens, les trois significations d'une telle image. D'un, au sein de cette formation-là, on comprend clairement qu'il n'y a pas de conviction, on ne milite pas parce qu'on est convaincu, on milite soit parce qu'on est conditionné par la famille ou alors parce qu'on est manipulé. Voilà ce que je retiens d'une telle image, rien d'autre. Voilà. Malheureusement, c'est une réalité. Hein? Aujourd'hui, on a eu le privilège, ou même encore la malchance, de tomber sur ces vidéos qui ont d'ailleurs fait parler d'elle dans cette partie du Cameroun, Bertrand Bika. Vous avez un commentaire certainement à coller sur cette actualité. Oui, il faut dire que rien n'est pas nouvelle. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai pris la peine de le dire. Oui, nous avons eu le bonheur ou même encore le malheur de tomber sur ces vidéos. Non, le bonheur, c'est important de tomber dessus. C'est pas malheureux de tomber dessus. D'accord. Ça suffit qu'au niveau du RDPC, beaucoup de personnes sont encartées, mais pas encartées de ma conviction. Au RDPC, c'est pas une section qui peut payer les cartes de tout le village. On paye la carte, on a la carte de membre du RDPC. Personne ne paye sa carte par conviction au RDPC. Ah bon? C'est comme ça que la majeure partie font dans les sections. Il arrive dans un village, ils sont 10 000, ils payent 10 000 cartes, ils partagent à tout le monde. Et il dit, on a un militant plus encarté au niveau du Cameroun, alors qu'on se rend compte à l'infini que c'est un encartement sans conviction. Non, jamais été convaincu dans ce parti. Ce parti n'a jamais rien convaincu, ils ont Cameroun de manière claire. Oui. Aujourd'hui, ils jouent sur les oripeaux qui leur sont acquis aujourd'hui, du pouvoir, de l'argent. Ils donnent de l'argent, ils manipulent, ils menacent les gens dans des coins pour que de telles choses arrivent aujourd'hui. C'est important. C'est pas de dire que je n'en veux même pas au RDPC de le faire. Vous en voulez à qui? Lorsqu'on est au pouvoir, on se bat pour le conserver. C'est aussi ça, la logique même d'un parti politique. Vous semblez donc... ces Camerounais feignants, là, inutiles, qui ne comprennent pas que ils ont un rôle à jouer de manière véritable, qu'ils ont un destin à prendre, qu'ils doivent devenir des citoyens à part entière, qui ne comprennent pas qu'en réalité, ce n'est pas le RDPC qui a le pouvoir ou le pouvoir politique. C'est eux les patrons de ce monsieur. C'est eux qui peuvent l'enlever le matin ou après-demain. Si les 1000 francs qu'ils auront pris, ou les 500, le grain de riz, ils vont manger, ça sera fini à l'instant T. Comment faire pour vivre toute sa vie avec un régime qui, depuis 42 ans, a volé 69 000 milliards, ne vous permet pas de vivre chez vous. Et qui actuellement a 928 milliards remboursés dans le cadre des intérêts, justement, et pas de la dette principale. Voilà, tout à fait. Vous continuez à estimer que vous pouvez aller remplir les meetings et, finir, promettre que vous allez, payer la caution du président 30 millions, juste après on a encore les 2 2000 qu'on tout à fait, vous faites allusion à ces étudiants. On les a on y reviendra certainement, Bertrand Bika. Merci beaucoup. Une pensée ce matin pour notre jeune influenceur de Ngaoundéré qui avait, on se souvient, dénoncé ces cadres nationaux d'identité qui justement se trouvaient dans un domicile. On l'a retrouvé du côté de Konengi. Finalement, malheureusement, c'est ce que nous vivons dans notre pays. Permettez-moi d'accueillir Martine Daniel Bofolo Essono. C'est très important justement, ne pas oublier surtout pas Essono, surtout pas. Elle est d'ores et déjà installée avec nous sur ce plateau. Daniel, bonjour. Bonjour à chacun d'entre vous et merci pour l'opportunité que vous me donnez d'être présente sur votre plateau. C'est également un privilège pour nous d'être face à celle qui dirigera le Cameroun dans les tout prochains jours, Madame Martine Daniel Bofolo Essono. Vous êtes la présidente fondatrice du mouvement patriotique pour l'émergence du Cameroun. Et chaque vendredi sur ce plateau, nous sommes, comme vous le voyez,
en polo, simplement pour signifier ici non seulement la manière différente avec laquelle nous traitons l'information, et vous le constatez, Julio Arcel Diop, qui a effectivement une tenue très particulière ce matin, il vous le dira certainement pourquoi. Donc, à vos côtés, vous avez Julio Arcel Diop, juste en face de vous, Bertrand Bika également, tous journalistes au sein du groupe Horizon 3 Télévision, Romaric Noifeux, je suis. Le jeu, il est très simple. Vous aurez 15 minutes à passer avec chacun d'entre eux et nous allons revenir justement pour un autre cycle après la publicité. Je ne serai là que pour conduire les échanges. Il ne s'agit pas d'un débat, mais c'est un entretien. Madame la Présidente, ça vous va? Très bien. Les thématiques sont connues. Alors pour partir tout de suite, je vais vous laisser en compagnie de Julio Arcel Diop pour les 15 premières minutes de cet entretien. Merci Romaric. Madame Befolo Essono, bonjour et bienvenue à Horizon 3. Merci. Vous aviez entendu parler de ce média bien avant? Oui. Naturellement, vous faites bien de le dire, parce que lors d'une de vos interventions, il y a quelques jours, publiée dans notre édition du 19h30, vous vous offusquiez, et c'était exactement Édition, le 25 mars, tout à fait, édition journal, voilà. tout à fait. C'était le 25 mars où vous étiez totalement en colère de la célébration de la fête des 40 ans du RDPC. Qu'est-ce qui vous a énervé particulièrement ce jour? La mise en scène. C'est-à-dire? Qu'est-ce que j'entends par mise en scène? C'est-à-dire, c'est comme le théâtre en fait qui se fait, parce que dans le fond, un militant du RDPC, ceux-là qui sont des gestionnaires de crédit, Oui. ceux-là qui ont des promotions ou alors qui sont à la conquête d'un certain poste, qui voudraient avoir un regard favorable posé sur eux, afin qu'ils puissent être nommés par la suite. On n'entre pas au RDPC par conviction, on se retrouve au RDPC tout simplement parce que on espère avoir un bout de pain, on espère devenir, entre guillemets, le Tchinda d'une certaine élite. En réalité, on est face à un peuple qui a faim, un peuple qui misère, un peuple qui a perdu espoir et qui pense que pour se faire une petite place sous le soleil, il n'est plus question du mérite, mais il est question du parrainage. Il faut donc conduire au maximum ceux-là qui sont sous leur autorité, les amener sur le champ de, comment je peux dire, dans leurs différentes localités, parce que ces barons du régime-là, pour la plupart, ils rentrent dans leurs arrondissements d'origine pour aller célébrer l'anniversaire du RDPC, et ils entraînent avec eux leurs employés. Ils entraînent avec eux ceux-là qui, au lieu de se concentrer sur le travail, sur le rendement, louent l'individu et pensent que pour pouvoir bénéficier de quelque chose, il faudrait accompagner, surtout en 2025, qui est cette année électorale assez sensible et particulière, particulière pour le Cameroun. Tout à fait. Il faut aider au maximum. Là, c'est pour les corrompus. Il faut aider au maximum ceux-là qui ont des postes et qui voudraient maintenir leur poste, parce qu'ils savent que le président de la République actuelle soit reconduit ou pas, il y aura forcément un remaniement. Donc chacun voudrait protéger son poste ou alors se voir élevé à un autre poste. Alors il faut conduire. Donc en fait, ce n'est pas la conviction, c'est la corruption. Parce que derrière cela, il y a non seulement l'enthousiasme, il y a le plaisir de faire un voyage, il y a le partage des plats de nourriture, de la boisson, un peu d'ambiance. C'est le folklore en fait, c'est la mise en scène. Merci, j'ai voulu entrer par là pour vous permettre de justifier votre colère de ce jour. J'ai bien écouté cet élément et en notation de journal et sur votre page personnelle. L'occasion pour moi de vous poser une question. Vous êtes la présidente du mouvement populaire pour le changement du Cameroun, l'émergence du Cameroun. Merci. Vous serez candidate à la prochaine élection présidentielle. Oui. Avez-vous, pouvez-vous nous dire par quel mécanisme? Avez-vous la capacité d'investir un candidat ou alors vous travaillez sur une autre stratégie?
Que dit le code électoral? Je pense que la loi prévoit le principe et les exceptions. Oui. Donc, un parti politique qui a des élus devrait pouvoir investir un candidat. Tout à fait. Pour ce qui est donc du MPC, qui est un nouveau parti politique et qui devra participer pour la première fois à une élection organisée au Cameroun, étant donné qu'il y a eu un bouleversement dans la programmation des élections, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit d'abord les élections municipales ou législatives, afin que nous puissions... voilà. Donc, tout n'est pas perdu. Je suis juriste, donc je sais lire la loi, je sais exploiter la loi, je sais exploiter même les vies des juridiques. Tout à fait. Alors, que disent donc les exceptions? C'est que un candidat d'un parti politique comme le MPC peut être investi soit par 300 signatures, soit alors investi par un autre parti politique qui a des élus. Tout à fait. Donc voilà, nous allons présenter notre candidat et nous allons remplir les conditions. Nous vous croyons sur parole. L'occasion pour nous à présent d'essayer de parcourir les grandes lignes de votre offre politique. Pouvez-vous nous dire ce que vous prévoyez sur la transformation du Cameroun sur le plan politique, la politique étrangère et dans un premier temps l'économie? Quelles sont vos propositions pour améliorer les conditions des Camerounais de manière concrète? Voilà, la vision du MPC, qui est déjà... Le MPC, déjà, c'est le mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un parti politique qui émane du peuple, d'un peuple qui est assoiffé de conduire le peuple à son émergence, à son développement. Et si cette soif est née, c'est parce qu'il y a des défaillances qui ont été décriées et énumérées. Alors nous voulons apporter notre pierre à la construction de l'édifice, parce que le fond de tout ce qui crée problème aujourd'hui, c'est effectivement le mal-être des populations. Oui. Et ce mal-être ne saurait trouver sa solution tant que l'économie du pays ne sera pas relevée. Tout à fait. Donc, comment comptez-vous justement relever cette économie-là pour réduire ce mal-être social? Nous avons élaboré un ensemble de stratégies. Tout d'abord, nous nous appuyons sur le fait qu'il faudrait déjà éveiller les consciences des populations camerounaises, amener les Camerounais à s'intéresser déjà à leur propre production, amener les populations à comprendre que l'idéal n'est pas toujours de travailler pour la fonction publique, mais encourager l'entrepreneuriat. Parce que nous avons beaucoup de jeunes qui sont pleins de talents, qui sont pleins d'énergie, des idées innovatrices, mais qui sont butés au manque de financement, par exemple, qui sont butés au manque d'encadrement, d'accompagnement et tout le reste. Donc, la première des choses serait, par exemple, aussi, dans le secteur de l'agriculture, accompagner nos agriculteurs afin que la production soit de plus en plus élevée, amener davantage les Camerounais à consommer ce qu'ils produisent et non de se tourner toujours vers ce qui vient de l'extérieur. Parce que dans la culture ou alors l'éducation de nos frères et sœurs camerounais, on a toujours pensé que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur, qui est beau, et ça n'encourage pas ceux qui essayent d'apporter ou alors de produire quelque chose. Et c'est à partir de cela que je pense que ça, c'est en gros, j'essaie de dire... Justement, c'est de manière, grosso modo, naturellement, l'occasion de vous permettre de répondre de manière détaillée. Mais nous aurons l'occasion d'entrer beaucoup plus dans les détails afin de ressortir nos stratégies. Parce que nous pensons que ce n'est pas le moment. En ce moment, tous les leaders politiques ou tous les candidats... d'être copiés. Donc, le moment viendra où nous irons
détail après détail. Madame la Présidente, peut-être que vous n'avez pas assez de temps. L'élection pointe à l'horizon, c'est l'occasion pour vous de commencer à séduire les cœurs. Et dans l'opération séduction des cœurs, comment accompagnerez-vous de manière concrète ces agriculteurs-là? Parce qu'il faut le dire, c'est une idée extrêmement intéressante, mais comment, de manière concrète, vous apporter un plus à ces agriculteurs qui ne l'ont pas aujourd'hui? Vous avez parlé du manque de financement, par exemple, pour les jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer dans le métier. Comment vous les accompagnez? Ils trouvent l'argent où? Il est garanti comment? Je parlais tout à l'heure des financements. Tout à fait. Bon, peut-être avant d'arriver dans le cadre des financements, il faudrait d'abord trouver ou alors encadrer, comment je peux dire, l'obtention des terres. Oui. Parce qu'il y a un problème au niveau Oui. de l'appropriation. L'accès à la propriété, tout à fait, c'est pas faux, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Donc, on commencera par là. Et il y en a certainement qui ont des terres, mais qui n'ont pas les moyens financiers Tout à fait. pour cultiver. Tout à fait. Donc, les solutions seront données au cas par cas, parce que les cas ne sont pas identiques. Tout à fait. C'est en fonction des localités, des régions, Tout à fait. des forces et autres. Tout à fait. Donc, on devra se compléter tout en laissant, en permettant que ce soit les populations qui soient en avant. Oui. Que l'État, que le gouvernement ne s'approprie pas des choses, parce que là, on sera aussi en train de fausser la donne. Tout à fait. Il faudrait que le privé, il faudrait que le particulier, il faudrait que le villageois, il faudrait que la femme rurale soit mis, tous ces acteurs que j'ai cités soient mis en avant, soient indépendants. Parce que lorsqu'on parle d'émergence d'un pays, Oui. on s'appuie sur certains critères qui ne voudraient pas que Oui. l'État soit toujours impliqué Tout à fait. en toutes choses. C'est comme le marché libre, tout à fait. Et Voilà. c'est l'occasion de vous poser une autre question. Il y a cet épineux problème qui détruit la société camerounaise, le chômage des jeunes. Vous l'avez embrayé en disant clairement que vous encourageriez, en lieu et place du fonctionnariat, l'esprit d'entrepreneuriat. Quelle est une stratégie concrète qui vise à faire comprendre aux jeunes aujourd'hui que l'avenir réside dans l'entrepreneuriat? Quel message le tiendrez-vous et comment les accompagneriez-vous si jamais vous êtes élevé à la magistrature suprême? Vous savez, une fois le pouvoir entre nos mains, on ne va pas se lancer à tue-tête parce que ce serait un peu comme mettre de la bétadine Ouais. sur une blessure purulente. Ouais. Donc il faut d'abord nettoyer. Ouais. Et pour revenir à la politique, pour revenir aux acteurs de la politique qui sont Ouais. donc le peuple et l'État, Tout à fait. ce qu'il faudrait faire et qui constitue en réalité la base ou alors la motivation de tout ce que nous aurons à faire, c'est l'éveil de conscience, c'est le formatage des esprits qui consistera donc justement à faire comprendre au peuple ou alors à les amener à recevoir une autre éducation. Parce que si le peuple n'est pas éduqué, si le peuple n'a pas de nouvelles orientations, tout ce que nous ferons ne sera pas compris. Il faudrait d'abord comprendre la chose, il faudrait comprendre ce qui est décrié, il faudrait qu'on prenne conscience des erreurs passées, qu'on réalise que c'est parce que nous avons adopté un certain chemin qui n'était pas adéquat, qui ne pouvait pas nous conduire au développement ou à l'émergence, qu'on rectifie le pas, parce que vous aurez beau avoir un chef de l'État qui a toutes les bonnes intentions, Tout à fait. avec le meilleur projet de société Tout à fait. qui soit, si le peuple n'est pas éduqué, si le peuple ne prend pas ses responsabilités pour participer, pour conserver, pour s'activer, pour œuvrer, Oui. nous n'aurons pas le résultat Escompté. escompté. Tout à fait. Voilà. Donc, nous C'est allons... l'éducation totale du peuple dans une première part. Oui, parce que lorsque nous parlons par exemple de refondation du Cameroun, nous voyons en fait une refondation totale Tout à dans fait. tous les secteurs d'activité. Nous voyons
par exemple, déjà une refondation du système éducatif. Tout à fait. Il faut amener les Camerounais à comprendre que c'est le secteur professionnel, technique, l'enseignement technique, Oui, qu'il faut privilégier. tout à fait. Non pas que l'enseignement général sera mis de côté, Tout à fait. mais nous voulons que dans l'avenir, on ait plus des jeunes diplômés qui n'ont pas seulement ces diplômes-là, qui ne servent à rien, mais ont qui appris sur un le métier, plan tout à fait. de la production ne peuvent rien faire parce que vous aurez beau avoir un master en ci ou ça, C'est vrai. lorsqu'on vous demande qu'est-ce que vous savez faire, vous me direz peut-être que voilà, nous avons le ministère de la... C'est quoi la profession Formation la formation professionnelle. professionnelle Tout à fait. Et de l'emploi. et de l'emploi. C'est pas suffisant, c'est pas de toutes les manières, c'est presque inexistant Ouais. au niveau du rendement. Tout à fait. Il Dans l'action, faudrait, tout à fait. il faudrait amener les populations, les parents, à ne pas étouffer, par exemple, leurs enfants. Parce que chaque parent, dès la naissance, voudrait que son enfant soit du gouverneur, médecin. Tout à fait. Ces métiers, ce n'est pas mauvais, mais chacun naît avec un don. Et il faudrait pouvoir asseoir un système éducatif qui fasse que dès la maternelle, dès le primaire, Oui. que les dons soient décelés et qu'on oriente les enfants selon leurs aptitudes qu'ils ont reçues de manière innée et que ces aptitudes soient développées, encadrées et que nous ayons par exemple demain des ingénieurs dignes de ce nom. Oui. Pas des ingénieurs qui nous feront des routes qui, 2-3 mois après, on se demande si la route a été effectivement faite. Tout à Il fait. faudrait qu'on se retrouve avec des Camerounais qui, dans la pratique, peuvent nous sortir, par exemple, des bons produits faits à partir du bois. Vous voyez, par exemple, dans nos administrations, les meubles... La commande publique, tout à fait. Oui, En conséquence, quand vous avez les meubles, tout à fait, viennent de l'extérieur. l'extérieur, c'est vrai. Nous avons beaucoup de magasins ici qui sont entretenus ou alors qui appartiennent aux étrangers. Ah, des expatriés, tout à fait. Oui. Et la commande publique, effectivement, c'est... Contribuant à la fuite des devises. Tout à fait. Voilà. Parfaitement Donc, raison, Madame la Présidente. alors que nous avons du bon bois sur place, il faut encadrer ces menuisiers oui. très compétents que Oui. j'ai déjà eu à rencontrer qui fabriquent du bon matériel, des Des bons meubles, tout à fait. bons meubles. Pourquoi ne pas leur donner ces marchés? Pourquoi est-ce que l'État préfère toujours passer la commande à ces expatriés qui nous approvisionnent des meubles qu'on doit toujours renouveler Tout à fait. 1, 2 ans, 3 ans après. Alors que si nous donnons de la chance, nous permettons à nos frères et sœurs camerounais de gagner ces marchés, non seulement nous aurons contribué à la lutte contre le chômage, nous aurons encouragé les jeunes à se lancer dans de telles l'entrepreneuriat, tout à fait. activités, Tout à fait. nous aurons contribué à ce que nos devises Reste, restent. tout à fait. Voilà, donc tout à fait. autant de choses. À travers l'initiative, malheureusement, je reste sur ma soif. Le temps, c'est le temps. J'aurais bien aimé avoir encore 15 minutes, mais pour les 15 premières, je m'arrête là. Merci, Julio Axel Diop. Et on parlait tout à l'heure de ces expatriés, pour le cas des Chinois qui semblent séduire le gouvernement camerounais au regard de ce projet de loi qui est encore en débat au sein justement de la Chambre basse de notre Parlement. C'est un projet de loi qui visera certainement à exonérer justement les taxes de ces travailleurs chinois résidant au Cameroun. On attend de voir ce que vont décider les élus de la nation de ce côté. Au Palais des Verts, Paul Biya, même si c'est une appellation qui énerve Bertrand Bicard sur ce plateau. On vous passe la parole, Bertrand, pour les 15 prochaines minutes. Certainement, avant la publicité, on sera obligé de mettre une petite pause
question de satisfaire ceux qui nous font confiance dans le cadre de ce que nous faisons au quotidien ici à Horizon 3. Bertrand Bika, les 15 prochaines minutes face à Madame Martine Daniel Buffolo-Isono. Voilà, Madame Martine Daniel Buffolo-Isono, bien le bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette matinée. Moi, je vais essayer de recentrer un peu notre échange sur vous, d'abord de manière personnelle, et un peu se projeter sur les motivations réelles qui vous font à vouloir postuler à Master suprême. Ça risque de me tromper lorsque on écoute la consonance du nom Buffolo-Isono, Martine Daniel. On peut se dire que vous venez du pays organisateur, on va le dire comme ça, de la région du Sud. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'on se trompe lorsqu'on pense comme ça? Ok. Je m'appelle effectivement Martine Daniel Buffolo-Isono. Je suis originaire de la région du Sud, oui. Département du Dia et Lobo, arrondissement de Moyomessi, village Odi. Voilà, c'est bien de poser ce principe, cette base. Lorsqu'on sait quand même que la région du Sud est considérée pour certains comme le socle granitique du RDPC, où le président Paul Biya est quasiment érigé à figure messianique là-bas, on voit d'un mauvais œil que les ressortissants du Sud rament à contre-courant. Ils sont par exemple pas souvent traités comme des parias, des personnes qui ne veulent pas le bien de leurs frères. Ils estiment que c'est Biya qu'il travaille bien ou pas. Comment vous avez dans cet écosystème aujourd'hui? Comment vous êtes vu par vos frères Boulou lorsque on estime que vous voulez venir remplacer l'ordre établi? Vous dites que pour donner pas une figure messianique, qu'il peut partir parce qu'il ne travaille pas bien. Sur votre posture, puisque vous voulez arriver aux affaires. Est-ce que vos rapports avec vos frères sont bien? Est-ce que vous pouvez vous mouvoir de dire d'abord en ce moment-ci? Pour mieux répondre à vos différentes préoccupations, je vais essayer de vous parler un peu de moi, c'est-à-dire qui je suis. Allez-y. Voilà. Je suis, comme je l'ai dit tantôt, Martine Daniel Buffolo-Isono. Je suis née un 23 novembre 1978 à Yaoundé à 14h30. Je suis née à l'hôpital de l'EPC Tchungolo. Je suis née en plein défi, c'est-à-dire au moment de ma naissance, j'ai le cordon attaché au cou. Ça veut dire que je suis confrontée dès ma naissance à la difficulté. Il faut se battre pour arriver dans le monde. Il faut se battre pour atteindre des objectifs. Voilà. Et si je suis devant vous aujourd'hui, ça veut dire que cela a été fait. Je suis la petite fille d'une femme dont ma grand-mère qui était du centre, donc d'un fou, dont je porte le nom. Je suis née avec une mission parce que, voyez-vous, je suis chrétienne pratiquante, ce qui signifie que je crois en la force suprême, je crois en ce que Dieu crée chacun pour un objectif bien précis. Pour un but précis. Voilà. Mon nom déjà peut déjà vous renseigner. Buffalo signifie le changement. Martine, c'est la stratégie. Daniel, c'est Dieu est mon juge. À partir de cela, vous pouvez comprendre que je nais avec une force qui ne saurait être influencée par les humains. Je nais avec des traits de caractère qui font que je suis pour la justice, je suis pour l'équité, je suis pour tout ce qui est bien. Je ne pourrais être corrompu par des esprits qui pensent que du fait que vous soyez né dans une localité certaine, impose que vous ayez signé des accords ou des pactes ou je ne sais trop quoi avec un parti qui appartiendrait à la région ou à la localité. Pour attirer un militant ou des militants à s'intéresser à votre idéologie, à s'intéresser à votre projet de société, c'est ce que vous proposez.
Et pour le cas d'espèce, nous parlons là d'un parti politique qui a eu déjà 40 ans pour convaincre les populations. Le RDPC aujourd'hui ne devrait plus faire la campagne en fait. Ce sont les œuvres du RDPC qui devraient pouvoir mobiliser les Camerounais autour de leur candidat pour ce qui est de l'élection présidentielle à venir. Si aujourd'hui, il faille passer par les menaces, il faille passer par des procédures qui ne sont pas légitimes parce qu'on pense que, comme vous êtes native de l'arrondissement de Moyomessi, où nous avons une élite que vous connaissez très bien, il faut à tout prix conjuguer avec cela. Je dis non. Certes, il y a beaucoup, il y en a qui me regardent d'une certaine façon, pas toujours pour me condamner, ou alors ceux qui au départ m'ont condamné sont en train de me retrouver. Parce que, voyez-vous, la politique, ce n'est pas une guerre d'individus, mais c'est une, comment je peux dire, une guerre d'opinion, d'idées. Il faut convaincre par les idées. Il faut faire des propositions. Et c'est à partir de cela qu'on ouvre les esprits de ceux qui, à un moment, se sont retrouvés peut-être abrutis ou aveuglés par un certain système qui leur faisait croire qu'ils n'ont pas droit à la parole. L'arrondissement de Moyomessi, dont je suis originaire, n'est pas un État dans un État. Le président actuel est venu avec la démocratie. Il a institué le multipartisme, ce qui signifie que, quelle que soit ton appartenance à une certaine localité, tu as le droit de créer un parti politique si tu estimes que tu as meilleur à offrir. Et c'est ce qui a été fait. Pendant que j'attendais l'agrément, beaucoup me disaient, on ne signera pas parce que tu es du Sud. J'ai dit, je suis peut-être du Sud, mais je suis camerounaise et j'ai des droits dans ce pays. Je n'ai pas marché derrière quelqu'un. Je n'ai pas, comme je vous ai dit, je suis chrétienne, j'ai posé mes genoux au sol et pendant que le Cameroun avait déjà fait un certain nombre d'années sans que des partis politiques ne soient légalisés, le MPC a été légalisé avec les 39 autres parce que nous recevons l'agrément le 9 novembre 2023. Mais l'idée de la création du MPC naît à partir du scrutin de 2018, où nous relevons beaucoup de défaillances. Je voudrais préciser aussi en passant que avant la création de l'ECAM, il y avait ONEL. J'ai été déléguée de l'ONEL. J'ai été envoyée dans un bureau de vote en Gousso transformateur. J'ai été dans ce bureau de vote que je peux vous dire exactement ce qui se passait dans ce bureau de vote. Donc pendant le contentieux post-électoral, par exemple, où des leaders politiques ont revendiqué certaines choses, ont décrié une certaine fraude et certaines malversations, je reconnaissais certaines choses pour avoir été déléguée de l'ONEL. Alors vous pensez que pour une femme comme moi... Pourquoi cette période-là, vous n'êtes pas monté au créneau pour clairement dire ce qui se passait du côté de Ngousso dans le cadre justement de ces élections-là? Aviez-vous peur? Monter au créneau... Oui, c'est-à-dire au regard de ces dénonciations. Je n'avais pas signé le PV. Je n'ai pas signé. Oui, mais on avait quand même besoin de vous à la Cour constitutionnelle pour justement... Non, pour qu'elle n'existait pas. Ah d'accord. Je parle de la période de l'ONEL, ça fait beaucoup d'années. Ah d'accord. Oui, en ce moment, ce sont les avocats qui... D'accord. D'accord, on se comprend. Voilà. Donc, et lorsqu'on vous envoyait comme délégué de l'ONEL, vous étiez d'abord encadré, formé, vous suivez des enseignements
vous dit dans quel état d'esprit vous devez aller. Et comme je suis juriste, un juriste, c'est quelqu'un qui a une discipline, c'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui a une intégrité. Voilà. Voilà, on comprend bien que vous êtes une femme de conviction, vous savez, vous partez, optimiste, mais ça n'empêche pas que la politique au Cameroun se déroule quand même dans un contexte particulier, y compris convocable tous les jours sur les plateaux, dans la sphère sociale. Il n'en demeure pas moins que dans ce même biotope, le pays organisateur du Sud du Cameroun, on a vu des partis qui ont été empêchés de se mouvoir de ce côté-là, et pas une, pas deux fois. Est-ce que votre parti s'émeut là-bas normalement? Est-ce que vous avez une assise physique, territoriale? Vous faites menez des activités dans le Grand Sud et notamment dans le Bossangba. Est-ce que vous menez des activités là? Avant qu'elle ne réponde, vous permettez, Madame la Présidente, il est 11h, nous allons prendre rapidement la publicité. On reviendra pour continuer effectivement ces échanges après la publicité. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together We Can vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngoy Masok, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse: le centre de formation gratuit au métier des TIC Together We Can pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together We Can, Charity and Love. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Voilà, retour sur le plateau. Merci à Nicolas Sabé-Solo. Nous allons vous servir le reste de la publicité dans les prochaines émissions. On regarde du temps justement à nous consacrer. Bertrand Bika, vous étiez en plein échange avec Madame la Présidente. Oui, avant qu'on ne prenne cette trêve publicitaire, je demandais à la Présidente si le parti politique dont elle a la charge s'émeut facilement justement dans la région du Sud. Alors que d'autres partis, on leur empêche de se mouvoir là-bas, on le voit tous les jours à Mondovision. Comment vous fonctionnez là-bas? Est-ce que vous avez un pied à terre? Est-ce que vous faites preuve d'un dynamisme certain de ce côté? En gros, je dirais je m'impose. Je m'impose tout d'abord parce que ce n'est pas une faveur que les chefs de terre de ce côté-là sont appelés à me faire pour que le MPC puisse se mouvoir. Ce n'est pas une faveur.
Deuxièmement, je suis originaire de cette localité. Donc, les batailles ne sauraient être aussi féroces que celles, on va dire, des allogènes, entre guillemets, ceux qui ne sont pas originaires de la localité. Alors, vous estimez que, comme vous êtes originaire, il y a quand même un petit passe-droit qui vous a accordé? Non, pas un passe-droit. C'est-à-dire, voyez-vous, lorsque on est chez soi, non pas pour dire que à l'extrême nord, je ne suis pas chez moi, je suis chez moi partout dans le Cameroun. Tout à fait. Mais reconnaissons quand même que chacun a un village. Ce qui signifie que le chien est plus fort chez lui. Voilà. Donc, je ne pose pas des œuvres en violation de la loi. Je marche en conformité aux dispositions de la loi. Avant de faire quoi que ce soit, nous déposons une demande d'autorisation de manifestation publique. Je peux vous assurer que sur les 3 fois que nous avons eu à faire la demande, nous avons eu l'accord une seule fois. Sur les 3. Sur les 3. Donc vous comprenez qu'il n'est pas question de faveur, il n'est pas question de, comment je peux dire... Ça veut dire que vous êtes confronté au même problème que les autres. Au même problème que tous les autres. Voilà. Sauf que je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Et je peux procéder autrement, puisque, comme j'ai dit tantôt, c'est mon village. Ça veut dire que j'ai ma maison là-bas, et ce n'est pas pour toute manifestation, ou alors ce n'est pas pour toute activité qu'on a besoin de l'autorisation. Tout à fait. Si je dois tenir des réunions chez moi, je n'ai pas besoin d'autorisation. C'est lorsque... Pardon? C'est l'obligation de déclarer. L'obligation de déclarer... Déclaration de manifestation ou de réunion. Y a-t-il une obligation en matière légale? Si vous faites une réunion chez vous, dans l'intimité de votre domicile, est-ce que vous êtes sujet à la loi? Ce que je fais pour ma couverture personnelle, parce que j'ai en face de moi des gens qui collent des étiquettes non fondées. Donc pour ma couverture personnelle, je m'entoure des FMO. Ça veut dire que pour toute chose, ils ont une correspondance qui les informe de ce que je vais tenir une réunion sur la place publique. Voilà, pas sur la place publique. Parce qu'en fait, les autorités souvent confondent tout. C'est comme à Yaoundé. Le MPC a son siège à Yaoundé, Yaoundé 4. Tout à fait. Quand je tiens des réunions, je reçois des gens au siège. Je n'ai pas besoin d'une autorisation. Comme donc c'est mon village aussi. Ça veut dire que j'ai ma maison. Ça veut dire que, aussi que l'arrondissement de Moyomesi qui a 25 villages. Dans cet arrondissement, j'ai des présidents des comités socles qui ont leur domicile, qui ont des espaces qui ont été, pas tous bien sûr, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau, tous les villages ont des espaces qui ont été aménagés comme étant des bureaux. Voilà. Donc, pour ces villages où nous avons déjà pu aménager ces espaces, lorsque nous faisons des réunions ou bien des citoyens qui nous approchent pour en savoir plus, pour être davantage édifiés, on n'a pas besoin d'une autorisation de manifestation publique. Mais nous pouvons solliciter qu'on nous envoie un ou 2 éléments de gendarmerie pour notre sécurité. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un village et les villageois, les habitants de ces différents villages n'ont pas la même éducation ou la même culture que les habitants de la ville. Pour certains, c'est encore la barbarie. Oui, il est arrivé une fois, alors qu'on nous avait donné l'autorisation de manifestation pour 4 jours, qu'au 2e jour, on vienne nous stopper, qu'on m'envoie une correspondance où on parle de risques à l'ordre public, sur des motifs qui sont inventés. Et pourtant, dans cette localité, puisqu'il s'agit de celle-là au moment où nous parlons, parce que c'est le même esprit partout, oui, ils n'ont pas toujours besoin d'autorisation.
C'est comme par exemple là maintenant, la campagne n'est pas encore lancée de manière officielle. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, les affiches qu'ils mettent déjà, si un parti de l'opposition, si le MPC le fait aujourd'hui, vous apprendrez demain que ma candidature a été refusée parce que j'aurais commencé la campagne avant le moment indiqué par la loi. Et c'est là où je dis, lorsqu'on est parti au pouvoir, on doit être un exemple. On ne doit pas fonctionner par des abus. Voilà. Madame Bouffol, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui veulent briser le plafond de verre. Beaucoup de femmes estiment que Donald peut briguer à la machine suprême au Cameroun, le Cameroun tel qu'on le connaît aujourd'hui, et puis un peu misogyne. Est-ce que vous pensez que le peuple camerounais est prêt à avoir une femme à la tête de ce pays lorsque vous convoquez véritablement notre endogénéité, nos valeurs ancestrales sur lesquelles repose notre vie? Est-ce que vous pensez que le Cameroun est prêt? Le peuple camerounais devrait être prêt. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Nous célébrons, ou alors nous avons cette opportunité tous les 8 mars de revendiquer certains droits. Ceux qui nous gouvernent semblent prêter une oreille attentive, ou alors ils font semblant. Mais toujours est-il que le pouvoir n'est pas féminin. Le pouvoir se prend, ou alors devrait se prendre, à partir des propositions qu'on fait au peuple. Si nous avons un peuple qui a soif du changement, qui a soif du développement, qui voudrait atteindre l'émergence, je pense que ce n'est pas le sexe qu'on devrait mettre en avant, mais ce sont des idées, ce sont des propositions. Et en passant, jusqu'ici, le Cameroun a eu 2 présidents de sexe masculin. Si donc le meilleur pouvoir, ou alors le pouvoir était réservé à la gente masculine, nous ne serions pas en train de pleurer aujourd'hui. Si nous avons une population, c'est parce que la femme existe. La femme est la mère de l'humanité. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui encadre. Ceux qui sont présidents de la République aujourd'hui, ou alors tous les leaders politiques de sexe masculin, sont nés des femmes, ont été encadrés par des femmes. Lorsque nous allons à l'école tous, nous avons des enseignants qui sont des femmes. Mais ils n'ont jamais refusé d'être enseignés par des enseignantes, d'être enseignés par des femmes, je veux dire. Donc, nous devons dépasser certains blocages. Il est vrai que nous sommes, comment je peux dire, nous avons chacun des traditions, des cultures, où on apprenait, ou alors on disait, la femme, en fait, ne devrait pas aller à l'école dans certaines régions. C'est l'homme qui allait à l'école. La femme devrait être celle-là qui fait la cuisine, fait les enfants, éduque les enfants. Bref, elle s'arrête aux tâches domestiques. Mais aujourd'hui, on a dépassé cela. Et tout commence effectivement encore sur les bancs où nous avons très souvent vu des femmes qui ont des meilleures notes, qui sont parfois des premières de la classe, premières dans un lycée, tout se passe dans la tête, dans l'esprit. Donc aujourd'hui, les Camerounais devraient pouvoir donner l'opportunité à une femme de prendre la relève aujourd'hui, parce qu'au moment où le peuple crie, au moment où le peuple revendique, et que les hommes semblent sourds aux cris, à la souffrance, à la misère du peuple, c'est la femme qui est plus attentive, qui a une oreille vraiment attentive, qui écoute, qui peut mieux écouter le peuple. Parce qu'un leader politique, c'est celui-là qui vient servir le peuple et non se servir. Et pour servir un peuple, il faut être proche du peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est vous
c'est moi. Et c'est la femme qui est à côté du peuple. C'est la femme qui touche des doigts les réalités du peuple et qui peut mieux apporter des solutions. Je voudrais quand même, je veux finir, je veux sortir ça, voilà. Vous briguez la magistrature suprême au Cameroun, la fonction par excellence au Cameroun, une fonction assez exigeante, même pour les hommes. Lorsqu'ils veulent arriver à ce niveau, on convoque quand même un certain passif politique. On demande quel est leur passif qui leur fonde à croire qu'ils peuvent être présents au Cameroun. Vous êtes femme. Vous avez déjà, sur le contexte camerounais, mais excusez-moi, un handicap parce que vous êtes femme, pour y arriver, malgré votre optimisme. Comment votre parcours politique à vous a-t-il préparé à penser ou à prétendre que vous pouvez être présente au Cameroun? Qu'est-ce que vous pouvez convoquer comme passif politique? D'autres vous disent, depuis 90, nous sommes dans un parti de 90, on a eu 200 députés, on a eu 300, on a géré telle chose. Vous, votre parti, il est né en 2023, vous l'avez dit tout à l'heure, en quelques années, vous voulez être président du Cameroun. Quel passif pouvez-vous convoquer pour préparer les Camerounais et dire que vous pouvez faire face au candidat, c'est pas quoi, de l'UPC, qui est là depuis 1960, au candidat du PCN, qui est là bien avant vous, de l'UDC, on peut citer comme ça, et qui est réel de partis politiques qui aujourd'hui ont un passif quand même certain, qui est connu dans l'année politique au Cameroun social. Je vais d'abord corriger quelque chose. Pour moi, le fait que je sois une femme n'est pas un handicap, c'est un atout. C'est un atout. Moi, j'ai compris le contexte camerounais. Vous êtes d'accord? Je m'invente. Okay. C'est un atout. Ouais. Je vous dis, c'est un atout. Pour ceux-là qui savent ce qu'ils veulent du Cameroun. Pour ceux-là qui n'ont pas l'esprit corrompu. Pour ceux-là qui ont l'esprit ouvert. Aujourd'hui, en 2025, avec ce qui se passe, ils conviendront avec moi que le fait que je sois femme, le fait que nous ayons pour l'élection présidentielle à venir des candidates ou alors des candidatures féminines, c'est une grande opportunité. C'est une très grande opportunité que les Camerounais devraient saisir. Maintenant, plus loin, vous avez parlé de la jeunesse sur la scène politique. Voilà comment je résume cela. Je dirais que... Et des actions aussi. Un passif, non seulement l'ancienneté, et des actions qu'ils ont posées depuis une kyrielle d'années. Et où est-ce que ça les a menés? Non, mais c'est un passif qu'ils ont défendu tout de même. Allez, continuez, vous défendez aussi votre passif, simplement. Oui, il faut bien commencer quelque part. Ouais. Il faut d'abord naître et puis commencer. Le MPC est donné le 9 novembre 2023 de manière officielle. Et depuis ce jour, le MPC ne croise pas les bras. MPC, c'est encore un enfant et il veut devenir président. D'autres sont adultes, ont été adolescents adultes, ils ont marché, adolescents adultes, vous voulez devenir président. Permettez qu'elle puisse répondre à... Aux hommes bien nés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas vocation à diriger. Bon, voilà. Merci beaucoup, Maître Ambika. Alors, puisque Madame la Présidente fait justement allusion, j'ai retenu dans ses propos liminaires le qualificatif à refondation, pendant que d'autres font allusion à la reformation. Madame la Présidente, vous avez parlé de refondation. La question est celle de savoir qu'est-ce que ce qualificatif signifie pour le mouvement populaire, pour l'émergence du Cameroun. Eh bien, la refondation ramène à fonder de nouveau. Refondation, c'est poser de nouvelles bases. Sur quoi? Sur la base de ce qui est décrié. Parce que lorsqu'on vient avec de nouvelles idées, lorsqu'on veut impulser une nouvelle dynamique, c'est parce que on a constaté l'échec. On a constaté que les bases du départ ont été faussées et qu'aujourd'hui, il faut marquer un temps d'arrêt. Il ne faudrait pas voir là où on est tombé, mais rentrer au niveau de là où on a cogné son pied. Le Cameroun a commencé à avoir à sa tête le président Ahidjo, et puis il a passé le pouvoir au président Paul Biya,
Ça veut dire qu'en réalité, c'est le même système qui a été légué, c'est le même fonctionnement, c'est ou alors les œuvres sur la scène politique, la gouvernance a été basée sur certains accords que le président actuel aurait trouvés, et il était certainement question pour lui soit de les maintenir, soit de nous sortir d'un certain nombre de choses. Comme j'ai dit à l'entame de mes propos sur ce plateau, chacun est avec une mission. Et je pense que la mission du chef de l'État, Paul Biya, est arrivée à son terme. Avec le RDPC au pouvoir, avec le président actuel au pouvoir, nous n'atteindrons jamais l'émergence parce qu'il n'est point de son ressort. Ce n'est pas sa mission. C'est quelqu'un d'autre qui est chargé de conduire le Cameroun à l'émergence. Et on comprend tout de suite que c'est vous. À votre avis? D'accord. Parlons un tout petit peu de cette question de socialisme modéré et même du conservatisme social. Daniel Martine, aujourd'hui, on veut quand même comprendre comment est-ce que les leaders de partis politiques font pour intégrer ces deux éléments-là justement dans leur vision. Le cas du MPEC, j'ai failli dire du MPEC, comment vous réussissez à intégrer ces deux éléments fondamentaux qui semblent aussi, à leur niveau, contribuer à cette refondation dont vous faites allusion? Comment vous réussissez à intégrer ces valeurs, ces éléments fondamentaux dans la vision de votre parti politique? Mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, le nom dit déjà. Le MPEC est un parti, lorsqu'il faut le ranger sur l'échiquier politique, est un parti de la gauche. Ce qui nous renvoie directement au socialisme. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on parle de socialisme, on voit tout de suite un peuple qu'on a en face de nous. On voit tout de suite la motivation, l'envie, la volonté, le désir brûlant de servir un peuple, d'assurer le bien-être d'un peuple et son épanouissement. Alors, comment est-ce que cela peut se faire sans le peuple? Il faut le faire avec le peuple, en amenant le peuple déjà à s'intéresser. Et puisque nous parlons déjà de politique, il faudrait déjà travailler pour un départ à amener le peuple à s'intéresser à la vie politique du Cameroun. Déjà, je me souviens hier soir, je me suis arrêtée dans mon quartier et je parlais à certains jeunes. Je descendais et j'ai dit, est-ce que vous êtes déjà inscrits sur les listes électorales? Un m'a dit, non, Madame la Présidente. J'ai dit, vous attendez quoi? Vous ne pouvez pas être dans le même quartier que moi et ensuite pas très loin de ma maison et vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale. Un monsieur âgé, ça veut dire que vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe dans le pays. On pouvait encore peut-être vous tolérer cela dans le passé, mais en 2025, au moment où nous avons un président de la République, qu'on le veuille ou pas, on a beau masquer et faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. À cet âge-là, on doit aller se reposer. Si vous ne voulez pas l'admettre, la nature va vous l'imposer. Et pour cela, il faut déjà assurer la relève. Et pour assurer la relève, on ne se lève pas un matin et on est prêt. On commence quelque part. Et chacun doit participer à son niveau. Donc, encourager déjà ces jeunes. Et il est vrai que toutes les fois, et beaucoup plus au départ, lorsque nous sommes allés vers les populations, vers les jeunes beaucoup plus, pour les amener à s'inscrire sur les listes électorales, ils étaient vraiment découragés. Et pourquoi? Vraiment, je les comprenais. Mais je ne dois pas m'arrêter à la compréhension. J'ai le devoir et l'obligation de les rassurer, de les convaincre, de les amener à changer de position. Parce que pour eux, ils disent ça ne vaut pas la peine de s'inscrire, d'aller voter
parce que les résultats sont connus d'avance, parce qu'il y a la fraude électorale, parce que ceux-là ne veulent pas laisser le pouvoir, parce que la jeunesse est abandonnée, parce que les jeunes sont frustrés, parce que, et tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous pensez que c'est un message qui peut passer dans un contexte comme le nôtre, quand ils savent également, ces jeunes, que dans la nuit du 24 au 25, 19 Camerounais ont atrocement perdu la vie à Oulgo, au niveau de la frontière Cameroun-Nigeria. Une petite précision peut-être, monsieur le modérateur. Oui. Version officielle 12. 12, voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez, Madame la Présidente, que c'est un discours qui peut actuellement passer? Les jeunes, allez vous inscrire sur les listes électorales quand ils savent effectivement qu'il y a ces éléments-là qui se passent dans leur pays. C'est une opportunité À saisir. à saisir. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués de voir nos frères et sœurs mourir. Ne nous arrêtons pas sur le fait que il y a eu ceci, on a perdu. On ne forme pas les soldats, on ne forme pas les militaires pour tuer leurs propres frères camerounais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les militaires, ou alors l'armée, est formée pour pouvoir défendre le pays au niveau de ses Il frontières. ne s'agit pas des Camerounais qui ont assassiné d'autres Camerounais. On parle justement des questions d'insécurité dans cette zone frontalière. Ceux qu'on appelle justement les terroristes ont visiblement attaqué l'armée camerounaise qui était détachée dans cette partie-là. Est-ce que vous croyez que cette opportunité, quand ils savent effectivement que la seule chose qui reste à faire, c'est de trouver des voies et moyens pour vider le Cameroun, pour partir? Je continue dans la même lancée pour dire que ne vous intéressez pas seulement à ce qui s'est passé. Oui. Boko Haram vient d'où? Boko Haram réussit à s'infiltrer au Cameroun à partir de quoi? C'est parce que dans l'extrême nord, les jeunes sont sous-scolarisés. Il y a la misère, il y a la famine. C'est ça qui fait que facilement, ils peuvent ouvrir les portes à Boko Haram. Ils arrivent donc, puisque Boko Haram leur offre certaines opportunités de survie. Oui. Ah bon? Oui. Puisque, à côté de cela, lorsqu'on vous embauche, lorsqu'on vous recrute, voilà le mot que je cherchais, lorsqu'on vous recrute pour travailler pour Boko Haram, vous avez en échange certaines choses que vous recevez. Et est-ce que le MPEC a une base militante quand même implantée dans cette partie du Cameroun? Bien sûr, nous sommes partout dans les 10 régions. Nous sommes déjà dans les 10 régions. Peut-être pour vous, vous attendez à avoir des plats que... Non, pas pour nous. On veut simplement édifier les masses. Nous allons très vite parce que nous avons un objectif à atteindre et le temps est court. J'ai des gens partout. Vous aurez l'occasion de voir bientôt. D'accord. Vous aurez l'occasion de voir bientôt parce que nous allons de façon méthodique et stratégique. Parce que nous savons qui sont nos adversaires. Ce sont des personnes assez malignes qui vous tendent des pièges. Il y a un certain bruit qu'on ne peut pas faire. On va doucement. Nous allons sortir. Et vous allez peut-être me demander comment on a fait. Mais nous travaillons. Dans l'ombre. Oui. Sans violer aucune loi. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce sont des questions que j'avais en tout cas réservées pour vous poser afin d'édifier effectivement la lanterne, ceux qui nous regardent. Nous allons poursuivre avec le deuxième cycle de cet entretien Julio Arcel Job qui prendra encore 15 prochaines minutes pour justement échanger avec vous autour des thématiques qui sont bien connues. Julio Arcel. Merci beaucoup, Romaric Noifeu. Vous nous avez d'ailleurs aidé à balayer un ensemble de questions, mais il en reste encore, puisqu'on est sur notre soif, sur notre faim. Madame la Présidente, vous avez dit que vous étiez représentée actuellement dans les 10 régions, ce qui est d'ailleurs félicité, parce que on m'apprêtait à lui poser la question de savoir si elle n'avait pas cantonné son parti uniquement dans la région du Sud et peut-être celle du Centre. Je suis ravi de savoir que vous êtes ailleurs. L'occasion pour moi de vous poser une question qui sort légèrement du cadre de la politique. Vous êtes forcément une femme dans un foyer. Comment conciliez-vous ce combat? Parce que quand on rentre dans vos positions claires et prises le 8 mars, rassurez-vous, on vous suit beaucoup, vous semblez revendiquer l'égalité parfaite des genres, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. Comment arrivez-vous à porter un tel combat, à concilier votre vie de femme politique, c'est-à-dire femme d'affaires, et femme au foyer? Pour moi, ce n'est pas un problème. Peut-être parce que dès ma tendre enfance, j'ai reçu une certaine éducation.
Mes parents étaient des enseignants parce qu'ils sont retraités aujourd'hui. C'était des plègues. Ils vont en retraite, c'est un hors échelle pour vous rassurer qu'ils ont convenablement servi le pays. Tout à fait. Et vous pouvez imaginer quel est le type d'éducation. L'éducation, tout à fait. Mes parents ont eu beaucoup d'enfants, parmi lesquels 5 filles, et je suis la première des filles. Je ne vous apprendrai rien lorsque je vous dirai que dans une maison où il y a des garçons et il y a des filles, lorsque tu nais et que tu es première fille, on est plus exigeant envers toi qu'avec les autres. Parce que vous naissez, vous devenez directement la maman. Tout à fait. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Pourtant, j'ai des grands frères. J'ai des grands frères. Mais moi, j'ai grandi dans un contexte où je n'avais pas droit à l'erreur. Quelqu'un pouvait aller un peu se balader. On pouvait un peu tolérer. Mais moi, je ne devais pas me balader. J'étais toujours... Ça fait que, en fait, ma nature, c'est être toujours au service des autres. J'éprouve du plaisir à servir les autres. Alors, dans ce service des autres-là, il n'y a pas de barrière entre le service à la maison, le service dans mon lieu de... j'ai failli... Excusez, permettez la tautologie, dans mon lieu de service, parce qu'en même temps, je suis cadre d'administration. Entre-temps, je nais dans une famille où on a la crainte de Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt. Ça veut dire que j'ai effectivement une éducation qui intègre beaucoup de paramètres. Tout à fait. Et ce qui revient à dire quoi? À dire que on m'a appris d'abord à respecter les aînés, puisque je n'étais pas l'aîné. Dans les responsabilités qu'on me donne, je sais que voici mon grand frère. Et que si mon grand frère, j'obéis, j'exécute, c'est mon grand frère. En réalité, la soumission n'est pas une faiblesse. C'est en fait un esprit de grandeur. C'est une façon de reconnaître que l'autre existe et peut même t'accompagner dans ce que tu voudrais faire et même te protéger. Oui, il y a dans ce respect déjà des parents. Et à côté de cela, je vous assure, s'il y a une femme à qui je pourrais donner une médaille, c'est ma mère. Parce que cette femme qui, pourtant, a eu des postes de responsabilité plus élevés que ce que mon père a eu. Et elle a été nommée avant mon père. Mais je vous dis, à la maison, vous ne pouviez pas imaginer que ma mère avait un salaire plus élevé que mon père. Et il nous racontait même qu'à l'école, parce qu'ils se connaissent sur les bancs, quand ils étaient, mon père avait raté, donc à l'université, il est passé au rattrapage. Et ma mère, mais cette femme est l'exemple de la soumission. Je vous assure, excusez-moi, c'est pas, cette femme a marqué mon esprit. Ma mère... Bel hommage, hein, en direct à la télévision. C'est une femme, et pourtant mon père est autoritaire. Mon père, c'est un homme qui n'est pas facile, c'est un homme strict, c'est un homme exigeant. Il n'y avait pas le titre à la maison. Pas du tout. Qu'en est-il de vous? Donc c'est pour vous dire que c'est pas un problème. C'est ça, c'est comme ça. La femme à la maison est soumise à l'homme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Ne me dites pas que c'était pour la société, c'était pour le foyer. C'était pour le foyer. C'est l'homme qui est le chef de famille. Chef de famille ne veut pas dire que tu maltraites ta femme. C'est lui. Ça veut dire que dans une discussion à la recherche de solutions, c'est l'homme qui a le dernier mot. Tu te plies. C'est ça. Maintenant, au niveau de la société, si vous avez un poste de responsabilité, c'est vous peut-être le chef de service, c'est vous peut-être le proviseur, c'est vous délégué, c'est vous sous-directeur, directeur, je ne sais pas trop quoi. Vous prenez votre place. Tout à fait. Vous faites votre travail. Vous développez un charisme. Vous vous imposez. Ce n'est pas le sexe qu'on regarde. Nous ne sommes pas. Donc voilà, je n'ai pas un problème à cela. Parce que déjà, l'éducation, même chrétienne, m'impose que c'est comme ça. Et puis l'égalité que nous réclamons, ce n'est pas l'égalité dans ce sens-là où le commun des mortels pense que la femme n'est plus à sa place. Non, on parle d'égalité de chance, égalité d'opportunité. Ça veut dire que reconnaissez. Ce n'est pas normal que dans un pays comme celui-ci, on n'ait pas une femme gouverneur. Dans un pays comme celui-ci, c'est certains ministères qui sont réservés pour la femme. Pourtant, à l'école, les femmes dépassent les hommes. Tout à fait. Dans un collège, dans un établissement public, on dit le premier de l'établissement, on voit une femme.
Le deuxième, peut-être encore c'est une femme, ou alors si c'est un homme, il y a encore les cas, peut-être si la première a 18, l'homme vient avec ses... Pourquoi maintenant sur le terrain, la femme doit être reléguée au second plan? Nous voulons servir un pays, nous voulons que le peuple en profite, on ne doit pas servir l'ego. Oui, c'est pas... mettons ça de côté. Ce qui doit nous intéresser, c'est la satisfaction et les intérêts du peuple. Votre réponse a le mérite d'être claire, Madame la Présidente. L'occasion, moi, de vous poser nos questions. Nous avons aperçu au dernier congrès du SDF, l'occasion pour moi de vous poser la question sur la nature de vos rapports avec les leaders de l'opposition, vos rapports avec M. Joshua aussi, l'honorable Joshua aussi. Vous savez, si vous avez été surpris, ne le soyez plus. Parce que demain, lorsque vous me verrez assise avec Paul Biya, je ne suis pas liée au RDPC. Oui. Mais je peux m'asseoir avec naturellement, naturellement. Je demande vos rapports avec... Oui. Ensuite, ce sera Cabral. Et c'est ce que je vous disais tantôt, que la femme aujourd'hui est une opportunité à saisir. Parmi tout ce que nous avons à refonder dans ce pays, il y a donc justement la manière de faire la politique. Faire la politique, ce n'est pas se créer des ennemis. C'est donner l'occasion à chacun qui pense pouvoir le faire d'exprimer ses idées. Ses idées, tout à fait. Et à la fin, nous devons rester soucieux de l'intérêt du peuple et choisir la meilleure idée. Tout à fait. Ne me votez pas parce que je suis du Sud. Tout à fait. Ne me votez pas parce que je suis votre collègue. Votez-moi parce que ce que je vous propose... Ça va être la meilleure offre. Voilà. Viendra résoudre. Donc, c'est de ça qu'il est question. Parmi nos objectifs, justement, nous voulons humaniser la politique. Tout à fait. Nous devons rester des humains. Faire la politique, ce n'est pas se tirailler, ce n'est pas faire la guerre. Ça veut dire que je dois... Peut-être vous avez seulement vu, même avec Cabral. C'est ce que j'allais vous dire. Pour la suite, vos rapports avec Cabral Libi, ensuite vos rapports avec Maurice Kamto. Avez-vous des rapports directs avec les leaders de l'opposition? Tout à fait. Jean-Blaise Gouette. Je cause avec tous ces gens. On échange. Parfois même, certains font certaines sorties, je lui dis ça. Vous dites que non. Quelqu'un va se dire que vous lui dites ça, alors que est-ce que c'est à votre... Non, j'ai pas de problème. Madame la Présidente, la question logique suivante est celle de savoir si vous êtes ouverte à une éventuelle coalition. Bien sûr, j'ai de nombreuses propositions. Dans quelles conditions selon vous? Quelles seraient les conditions pour lesquelles vous accepteriez de rentrer dans une coalition? Nous devons avoir les mêmes idéologies, la même vision. Je ne veux pas la ruse. Parce que les hommes, généralement, sont trop rusés. Ils sont nombreux qui m'ont approché. Quand quelqu'un arrive, il a les idées arrêtées. Ça veut dire qu'il doit être derrière. Je dis stop. Ici, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Chacun, comme ça, on regarde. Et je vous dis, j'ai créé mon parti politique pour aller à l'élection présidentielle. Donc, si vous estimez, quand vous venez vers moi, vous savez déjà que c'est mon ambition. Je ne cache pas. Ça veut dire que, comme vous... Parce que, généralement, je préfère ceux qui... Vous savez, il y a des partis politiques là, qui ont même les élus, mais qui ne sont pas prêts à aller... Aux élections. Venez. Tout à fait. Soutenez-moi. Tout à fait. Il faut participer. On ne participe pas seulement en déposant sa candidature. Naturellement. On participe en soutenant... En portant une candidature aussi. Voilà. Tout à fait. Venez, soutenez-moi. Maintenant, s'il y a un leader politique qui voudrait être candidat et qui aime bien, qui est bien convaincu aussi, venez donc et puis on va définir les modèles pour voir qui est-ce qu'on va porter. Oui, mais ne venez pas ayant déjà arrêté. Une idée arrêtée. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci, Madame la Présidente. Cette question également a le mérite d'avoir une réponse assez claire. L'occasion de vous donner l'opportunité de coller un mot à cette crise qui s'écoule au Cameroun depuis 2016. La crise ou la fameuse crise anglophone. Avez-vous des propositions de résolution de celle-ci? Oui, c'est par là même que nous avons commencé. Après avoir, bien sûr... rappeler l'histoire du Cameroun, nous avons entamé par... nous avons enchaîné avec la résolution du conflit anglophone, si on peut le dire ainsi. Tout à fait. Oui, parce que c'est une situation qui nous tient à cœur. Vous ne pouvez pas vouloir servir un peuple et ne pas être amoureux de ce peuple. Et aimer un peuple, c'est le défendre, c'est défendre sa vie, c'est défendre... tout ce qui est fort, tout ce qui va avec, tout ce qui peut entraver son épanouissement. Donc, voir nos frères et sœurs mourir comme cela se fait là, tout à fait. Voyez, il faut être sans cœur pour rester indifférent. Il faut pouvoir trouver des solutions.
Parce que nous aurons beau décrier la responsabilité Tout à fait. de l'État. Tout à Parce fait. que je le dis, ils ont tort, ils ont mal géré la situation. On aurait pu éviter cela. En Mais- faisant quoi? Pardon? En faisant quoi concrètement? Tout commence par quoi? Par des revendications simples. Si à la maison, tous ici sur ce plateau, nous sommes des pères de famille, Tout à fait. et nos enfants ne sont pas seulement ceux que nous avons accouchés, il y a les enfants de nos frères, de C'est nos vrai. soeurs et partout. C'est vrai. Si un enfant se sent lésé, parce que lorsqu'on est chef d'État, on devient le père de famille, C'est vrai. le père de la nation. Si un enfant se sent lésé, à tort ou à travers, il faut commencer par l'écouter. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas diriger un peuple si on n'est pas à l'écoute de ce peuple. Il faut toujours écouter ce peuple, même si vous estimez qu'il a perdu d'avance le débat. On l'écoute. Et puis maintenant, essayer de revoir certaines choses. Et surtout lorsqu'on sait qu'il faut toujours tenir compte des antécédents, c'est-à-dire de l'histoire. Est-ce que le problème de fond avait été réglé? Tout à fait. Est-ce que cela avait été bien réglé? Et qu'est-ce que ces gens revendiquent normalement? Si on avait approché la situation de la sorte, je crois qu'on aurait trouvé une solution qui ne nous aurait pas entraîné dans la guerre d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas quand ça va finir, mais je reste convaincu qu'elle ne finira pas avec Paul Biya au pouvoir. Merci. Avec la permission de Romaric, une toute dernière question, on en sortira par là, rassurez-vous, sans trop l'attirer. Votre position sur la souveraineté monétaire. Êtes-vous pour ou contre le franc CFA? Lorsqu'on refonde un pays, ça veut dire que... On refonde aussi sa monnaie. Claire. Voilà. Je pense que la réponse est assez claire. Je veux dire C'est qu'on bien dira de pas dire. loin là, Voilà. On n'a pas tiré sur la question. Il nous reste à moins 13 minutes d'être en mi-quart. Vous allez certainement épuiser les 13 dernières minutes dans le cadre de cet entretien. Oui, voilà, je suis content de revenir vis-à-vis face à la présidente. Nous sommes là dans une émission en face d'une présidente de parti politique qui entend briguer. Au Cameroun, il s'agit d'élections, il s'agit de programme électoral, parce que les Camerounais voudraient entendre sur certains points qui les dérangent au quotidien. C'est important pour eux que les leaders puissent se prononcer sur ces points, mais déjà de manière holistique, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. J'estime qu'ils voudraient qu'on soit un peu clair sur ça. Quels sont les principaux axes de votre programme électoral, les principaux véritablement, et comment entendez-vous les mettre sur pied, les principaux? Qu'est-ce qui vous tient à cœur quand vous allez en campagne électorale? Quels sont les principaux axes? Premièrement, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Best practices. Premièrement, la bonne gouvernance. Deuxièmement, redonner espoir, reconsidérer la jeunesse, mettre un accent sur la jeunesse et les femmes. Non pas pour dire que les hommes seront lésés. D'ailleurs, dans la jeunesse, il y a hommes et femmes. Tout à fait. Mais juste pour dire que si nous avons par exemple 10 ministères, avec le MPC, on peut espérer avoir 5 ministres femmes, 5 ministres hommes. On peut espérer avoir aussi quelques femmes gouverneurs, quelques femmes préfets. On peut espérer avoir ou alors voir passer ces listes-là qui permettront aux femmes d'être suffisamment représentatives à l'Assemblée nationale, au Sénat. Comme autre axe prioritaire, il y aura la protection sociale. La protection sociale, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais m'appuyer un peu sur ce qui s'est passé récemment dans la région de l'Ouest, là, l'éboulement. Falaise de Tcham. La falaise de Tcham. Oui. Il faudrait que dans les années à venir,
que l'État anticipe. Que l'État ne soit pas seulement celui-là qui vient réagir après coup, après perte. Il faut mettre un accent sur la prévention dans tous les domaines. Prévenir vaut mieux que guérir. On ne saurait diriger sans le peuple. Et pour donc avoir ce peuple, il faut protéger sa vie. Il faut protéger tous les autres aspects. Par la suite, je m'attellerai aussi à donner les possibilités aux personnes handicapées de pouvoir aussi briguer des postes dans l'administration. Je connais certaines femmes aveugles, mais qui sont d'une intelligence que vous ne pouvez pas imaginer. Je connais certaines personnes qui sont infirmes, qui se déplacent sur des chaises roulantes, mais qui ont de la matière grise. Pourquoi on ne les nomme pas? Pourquoi? Donc, voilà autant de choses. Voilà, on retient que vous avez parlé de gouvernance et d'épanouissement. En général, oui. Hommes et parce que j'aurais voulu souligner aussi voilà. Les coupures d'électricité là. Voilà, handicapés. Voilà, on va un peu essayer de convoquer rapidement la gouvernance, notamment dans le corpus corruption au niveau du Cameroun. Comment comptez-vous lutter contre la corruption au Cameroun et restaurer la confiance dans les institutions? Surtout que nous sommes classés encore une fois de plus premier dans le monde. Donc, comment comptez-vous lutter contre cette corruption qui devient endémique au Cameroun et redorer l'image des institutions? Au MPC, nous avons déjà élaboré un système qui ne viendra pas, comment dire, parce que généralement on dit on va lutter contre la... Nous allons tuer la corruption. D'accord. Vous n'allez pas lutter contre elle. Non, on va tuer la corruption. Et comment? Pour tuer la corruption, il faut rentrer dans ses racines. Qu'est-ce qui crée la corruption? Pourquoi la corruption a pu avoir une telle amplitude? Il faut déjà mettre les fonctionnaires, par exemple, à l'aise. En manquant, par exemple, le SMIC. Voilà, tout ça, il y a le SMIC, il y a les salaires des fonctionnaires, vous pouvez imaginer tout. Et dans fonctionnaires, il y a, par exemple, aussi les hommes en tenue, là, vous voyez, vous savez ce qu'ils font sur la route et tout. Bref, je pense qu'on se comprend à ce niveau. Mais jusque-là, je ne suis pas encore entrée dans la racine. Tout à fait. La racine, en fait, c'est quoi? C'est que il faudrait, ou alors nous l'avons même déjà élaboré, et comme je l'ai dit, je ne vous dirai pas tout aujourd'hui. Nous avons un système qui sera mis en place. En fait, il sera informatisé. Il sera informatisé. De telle sorte que... Parce que vous savez que pour que la corruption prenne de l'ampleur, il faudrait que vous et moi, nous soyons face à face. Donc, je vous corromps, je vous tourne dans le traitement d'un dossier, et ainsi de suite. Nous allons essayer de barrer certaines routes, d'empêcher certaines possibilités. Et cela se fera dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et ça fera donc que la corruption sera obligée de mourir. Donc on n'aura pas à lutter, la corruption sera obligée de mourir. De mourir, de sa propre mort. De sa propre mort. On voudrait qu'on parle un peu de l'épanouissement de la jeunesse, qui est aussi une préoccupation majeure au Cameroun. On sait que les jeunes coulent sous le chômage abyssal, la paupérisation ambiante, ça tout le monde le sait. Comment à votre niveau, vous comptez, quelles sont les propositions sur les réponses des préoccupations de la jeunesse au niveau du Cameroun, et notamment en matière de chômage, d'éducation et d'emplois précaires? Parce que les jeunes, c'est la catégorie qui a plus des emplois précaires. Parce qu'on ne parle pas de chômage, beaucoup de jeunes Camerounais se battent beaucoup. Sauf que c'est dans l'informel, c'est dans la précarité. Qu'est-ce que vous apportez comme solution à ce niveau-là? Il y a déjà le manque de formation. Professionnelle, vous l'avez dit. Oui, il y a déjà le manque de formation professionnelle. Commençons. Mais beaucoup sont formés, ils ne sont pas insérés. C'est ça le problème.
C'est pour ça que je dis les que Camerounais vont beaucoup à l'école, se forment beaucoup, mais ne s'insèrent pas. On convoque le chômage qui est quand même ça le Cameroun à cause de l'inadéquation. On n'arrive pas à être inséré après qu'ils sortent des corpus de formation qui brûlent les rues au Cameroun. Beaucoup de gens vont aussi vous le dire. Donc vous vous demandez qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le chômage de manière véritable au Cameroun là? Je disais tantôt que nous allons procéder à la refondation totale du Cameroun. Ça veut dire que tous les secteurs sont concernés. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat, pour ce qui est du patronat, tout est mis en œuvre de telle sorte qu'il y ait une meilleure organisation, un meilleur encadrement. De telle sorte que même la fille que vous recrutez pour le ménage à la maison soit affiliée à la CNPS. Et lorsque les conditions de travail, par exemple, sont encadrées à ce niveau-là, je ne pense pas que cette femme de ménage qui déjà a une bonne formation, parce que vous convenez avec moi qu'on recrute comme ça. Une fille vient sans éducation professionnelle, sans formation et autres, elle vient, elle dit, elle va vous garder les enfants. Déjà, parlant de, ça me rappelle déjà la situation qu'on a eue dernièrement, une femme de ménage qui tape sur un enfant pour un téléphone. Tout à fait. Vous voyez que si elle avait une formation, elle saurait qu'on ne tape pas sur l'enfant d'autrui. Donc, même ces femmes de ménage-là, ces nounous-là, doivent passer par une formation professionnelle. On doit créer des entreprises, des organisations qui reçoivent les agents de ménage, les femmes de ménage, les babysitters, pour les former à ce que le rendu, à ce que le rendement dans leur structure, dans l'exercice de leur fonction, soit visible, soit bien encadré et qu'il n'y ait pas des accidents comme ce qu'on a eu à voir dernièrement. Voilà. Oui. Si j'avais encore une seconde, mais moi c'est exactement une minute. Voilà, pour avoir le regard de la présidence du système de santé camerounais. Quel regard vous avez? Comment au Cameroun les gens meurent tous les jours des hôpitaux? Je pense que la question est bien cernée. Voilà, le regard justement du MPEC relativement. C'est un échec. Et effectivement aussi ce secteur est revu avec des meilleures propositions. Vous vous faites soigner où, Madame la Présidente? Ici au Cameroun. D'accord. Il y a même les centres de santé dans mon quartier qui sont bien là. Ou bien je vais au dispensaire. Mais vous estimez que ces centres, que l'environnement sanitaire est un véritable échec au Cameroun? Non, c'est un véritable échec. Ce n'est pas à discuter, c'est un véritable échec. Au Cameroun, si vous n'avez pas l'argent, moi j'ai perdu un bébé. Hein. J'ai perdu un bébé. Pourquoi? Parce que j'arrive, je perds déjà les os. Au lieu qu'on me prenne rapidement en charge, on me demande d'abord de l'argent. Et quand bien vous sortez de l'argent, le temps de l'administration et l'enfant ne fait que boire de l'eau. Il faut d'abord sauver les vies. L'argent vient après. Tout à fait. Profonde désolation, Madame la Présidente. Madame la Présidente, nos profondes désolations. Vous avez quand même porté plainte après? Non, je n'avais pas porté plainte. J'avais pourtant tout pour porter plainte. Mais j'ai laissé passer. Merci beaucoup et on vous salue pour ce grand courage, Madame la Présidente. On n'a pas eu le temps de discuter autour du budget, la cagnotte pour le budget de campagne électorale. On aura certainement le temps d'en parler dans le cadre d'une autre émission, si vous le voulez bien. D'accord, il n'y a pas de souci, je reste à votre disposition. Vous pouvez quand même nous donner les chiffres? D'accord, pas ici. Et nos plateaux sont ouverts à vos communicants, Madame. Merci. Merci. Nos plateaux sont effectivement ouverts à vos communicants, experts justement du MPEC, le mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. C'est important de se raviser. Nous, on parlait de patriotique au départ. Non, c'est mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. Et ils sont fortement attendus dans le cadre, sur le plateau de la Vespérale du soir, Horizon Soir, modéré avec beaucoup d'extérité maestria par Bertrand Bika. Mesdames, Messieurs, on vous dit merci une fois de plus, Madame la Présidente Martine Daniel Bouffolo Sono, d'être passée sur les plateaux d'Horizon Midi.
Merci aussi, merci à chacun d'entre vous. Merci à tous vos nombreux téléspectateurs, sans lesquels notre présence ici serait vaine. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous regarder dans la région de l'Ouest Cameroun, à Bouda, à Tchank, à Bafang, j'ai failli dire, même aussi à Bayangam. Voilà, c'est ce que je cherchais dans ma tête. Merci à toute la grosse population du côté de la région littorale, à Doualandom dans la Sanaga maritime. Merci à tous ceux qui nous font confiance à travers le Cameroun. Mesdames, Messieurs, Jules Hercel, merci d'être passé par ici, Bertrand Bika. Merci à toute la grosse équipe éditoriale et même celle autour de Nicolas Sabessolo derrière la baie vitrée. Moïse Moses a donc assuré la qualité sonore dans le cadre de ce programme dans les studios 1 d'Horizon 3 Télévision, Rick Elougou, Mathieu Elat et Shemot pour la manipulation justement de ces 4 caméras braquées sur nous. On dit merci à Reine Christelle Tignien pour la coordination, l'honorable François Biba qui a assuré également la supervision. Il le fera davantage. Mesdames, Messieurs, le rendez-vous c'est pour lundi prochain dans le cadre d'Horizon Midi lorsqu'il sera 10h. Vous me retrouverez dimanche dans le cas de 90 minutes en face lorsqu'il sera exactement 20h. Ce sera face à l'honorable Noran Foster. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur nos antennes et à très bientôt.